La surexposition des enfants aux écrans, c'est un mal de notre siècle et on ne cessera jamais de le dire. Il faut faire attention puisque nous sommes en période de vacances. Il est de bon ton qu'on en parle sur l'heure du débat, puisque vous le savez, les jeudis sont réservés aux questions liées à l'éducation. Oui, les vacances, oui, les enfants doivent se reposer, mais il faut faire attention à ne pas les exposer aux effets néfastes des écrans. Bonjour, rebonjour Jean Fandé. Oui, rebonjour Rachidat. Justino Vieira. Bonjour Rachidat, bien moment, bonjour le plateau et ma téléspectateur, bonjour. Patrick Diosso. Oui, bonjour Rachidat, bien maman. Et avec ton sourire. Bah oui. Alors, il faut dire que c'est un reportage de nos confrères de TF1, n'est-ce pas, qui a suscité le débat sur ce plateau. C'est un reportage d'environ 4 minutes. On va regarder rapidement, si vous le permettez, et on revient faire le débat avec la complicité, bien sûr, de Adam Bana. Il y a un an, cette petite fille de 4 ans ne communiquait pas avec les autres, ne répondait pas à sa mère. Mais aujourd'hui, en arrivant dans le cabinet de la psychologue scolaire, c'est elle qui invite à jouer. Tu veux commencer quoi? Ça fait 1 an, oui, qu'elle a arrêté les écrans. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, elle avait pas l'habitude de me regarder quand je lui parlais. C'est-à-dire que quand je l'appelle ou je lui dis quelque chose, elle regardait ailleurs. Donc elle était là sans vraiment être là, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Des dessins animés depuis l'âge de 6 mois sur toutes sortes d'écrans, plusieurs heures par jour, jusqu'à son entrée en maternelle et le signalement de sa maîtresse à la psychologue scolaire. Elle ne soutient pas le regard, elle peut réagir avec violence. En 3 ans, c'est le 5e enfant qu'elle prend en charge pour les mêmes raisons. Une exposition aux écrans précoce et excessive. Elle n'en avait jamais croisé les 20 années précédentes. Son ordonnance est la même à chaque fois. Arrêt des écrans, jouer en nommant les choses et pâte à modeler pour certains. Les enfants qui sont beaucoup sur tablette, en fait, on voit que devant un livre, ils ne vont pas tourner les pages, ils vont essayer de faire glisser les images. Et quand ils arrivent à l'école et qu'on leur met un crayon dans la main, ils n'ont pas de force. Car tout le temps passé devant les écrans, c'est du temps que l'enfant ne passe pas à expérimenter. À l'aide de tous ses sens. De 0 à 5 ans, chaque interaction crée une connexion et construit ainsi son cerveau, puis son langage. Tu vas l'arroser? Aller mettre de l'eau. C'est en effet parce que sa mère parle à son enfant de ce qu'il est en train de faire que les mots arroser et eau prennent tout leur sens et s'impriment dans son cerveau. Les expériences qui permettent de créer des connexions cérébrales dans le cerveau sont uniquement celles qui sont créées dans un monde réel en 3 dimensions. Anne-Lise Ducanda est médecin. En 2017, dans une vidéo devenue virale, elle a lancé l'alerte, constatant dans son cabinet de plus en plus d'enfants avec les mêmes troubles. Nous voyons des enfants qui comptent jusqu'à 100, mais si nous leur demandons « donne-moi 2 cubes », ils sont incapables de savoir ce que 2 représentent. Depuis son témoignage en ligne, elle est submergée d'appels à l'aide de parents. J'ai pas mal exposé mon enfant, bien 4-5 heures par jour depuis ces 6 mois. Qui, ayant reconnu dans cette vidéo les troubles de leur enfant, ont arrêté les écrans. Cela fait exactement 19 jours que j'ai totalement arrêté les écrans. Il recommence à babiller doucement, il sourit beaucoup plus, il dort mieux. Anne-Lise Ducanda est convaincue que c'est cette surexposition précoce qui explique les chiffres de l'Éducation nationale sur la situation de handicap dans le 1er degré. Entre 2010 et 2018, pour les enfants de 3 ans à 11 ans, on a une augmentation de 24% des troubles intellectuels et cognitifs, une augmentation de 54% des troubles du psychisme et une augmentation de 94% des troubles du langage. Les orthophonistes d'ailleurs s'inquiètent de l'explosion des consultations pour ces troubles. Autant de constats faits par différents professionnels de l'enfance, mais aussi dans le monde entier des études scientifiques qui interrogent cette surexposition. Plusieurs d'entre elles établissent un lien entre l'utilisation excessive des écrans et le retard de la parole. Concluent que la surexposition est un risque pour le développement langagier, social et émotionnel, préjudiciable au développement des enfants, associé à des retards cognitifs.
En France, le ministre de la Santé veut se saisir du sujet et rappelle que l'Organisation mondiale de la santé déconseille les écrans avant 3 ans. On est allé dans un grand magasin de jeux, tablettes, consoles, dès l'âge de 2 ans, avec aucune information, notification sur les précautions d'usage. Je différencie un outil éducatif qui passerait par du numérique ou qui passerait par un écran destiné à des enfants avec une bonne gestion de ce qui consiste à laisser un enfant derrière un écran tout ou partie de la journée sans avoir de régulation du contenu et avec un impact qu'on ne sait pas encore véritablement définir chez les plus petits. On ne connaît pas les conséquences. Donc il faut aussi qu'on développe la recherche et qu'on travaille avec les industriels et qu'on régule ce qui doit l'être. Cette mère de famille, elle, qui constate jour après jour les progrès de sa fille depuis l'arrêt des écrans, a pris une décision pour son 2e enfant. Il n'aura pas du tout droit à l'écran jusqu'à ses 4 ans. Ça, c'est sûr et certain. Tu veux lui faire un gros câlin? Voilà, on pense finalement mettre tout à la disposition des enfants. On pense qu'on fait preuve ainsi d'attention. Mais finalement, on se rend compte, Jean Fandé, vous qui êtes du monde de l'enseignement, on se rend compte que c'est un vrai danger. C'est une bombe. Ouais. C'est une bombe parce que tout ce qui détruit l'être humain depuis sa naissance, c'est une bombe. Et c'est dommage parce que et on remercie parfois ces mêmes écrans d'être encore les prétextes, sinon les canaux à partir desquels nous arrivons à obtenir des renseignements, des enseignements. Oui, c'est toujours, mais on ne se rend pas compte lorsque l'enfant est attiré par la lumière du portable ou de la télévision ou de l'ordinateur, lorsque l'enfant est attiré par tout ce qui bouge les images, même de façon inconsciente, lorsque tout cela s'associe avec des couleurs, tout ce qu'il faut pour attirer l'enfant qui n'a pas encore 5 mois, qui n'a pas encore 6 mois, qui n'a pas encore 1 an, qui arrache de la main de ses parents le téléphone parce que c'est de la lumière, on se dit, il est éveillé et il commence pas à devenir accro. Dès qu'il voit quelqu'un, vous amenez votre enfant quelque part, il voit le portable entre les mains de quelqu'un, en tout cas quelque chose qui ressemble à un téléphone portable, eh bien, il veut s'en approprier. Et voilà les conséquences qu'on vient de nous montrer. Et les conséquences, la décision, c'est que, au moins pour cela, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que c'est nocif de laisser entre les mains des enfants tout ce qui peut être écran, de les exposer à tout ce qui est écran, parce que ça fait écran à son développement. Et donc, ça fait écran donc, à sa vie, en réalité, parce qu'un homme qui a la tête complètement détruite n'est plus un homme. Parce que c'est quand même la période des vacances. On sait que voilà. Le souci de tous les parents, c'est d'offrir des tablettes aux enfants, des écrans aux enfants pour les occuper pendant cette période. Et c'est l'occasion même pour ceux qui ne faisaient pas des abonnements, peut-être d'en faire pour permettre aux enfants, n'est-ce pas, de regarder leurs dessins animés préférés. Il y en a qui passent des journées entières devant l'écran. Coach Justino Vieira, nous avons initié ce débat ce matin pour dire aux parents qui nous regardent que c'est un danger. Ça n'est pas bien de procéder ainsi. En toute chose, il faut de la mesure, n'est-ce pas? L'essai en toute chose étant mesure par ailleurs, la surexposition de l'enfant face aux écrans constitue également un danger. Un danger d'un degré que les parents eux-mêmes ne peuvent pas apprécier, ne peuvent pas supporter. Cependant, au départ, commençons par dire quand même pourquoi les parents se mettent dans ce confort. Vous savez, les enfants sont toujours, nous considérons nos chers enfants comme des bouts de chou. La volonté, la boulimie, cette sensation de pouvoir tout leur donner nous hante et parfois ça devient notre élément de pression, notre élément motivateur. On estime à juste titre qu'en raison de notre confort, de notre statut social, donner tout ce qu'il faut à l'enfant, ça facilite son émancipation, son épanouissement. Et on se dit qu'il ne va rien envier aux autres et qu'il grandit un peu comme 2 cuillères dans la bouche. Mais attention, en voulant donner tout ce confort à l'enfant, c'est un piège. Vous savez, l'enfant, il y a 3 caractéristiques majeures. Et il faut expliquer de façon technique pourquoi cette surexposition crée des dommages.
Première chose, je disais 3 caractéristiques majeures de l'enfant. Première chose, il y a la fragilité sensorielle, la fragilité des sens de l'enfant. Les sens de l'enfant ne sont pas aussi développés. Ça veut dire quoi? L'enfant devant la télé, en magazine, il reçoit. Donc, il n'a pas, deuxième élément, il ne discerne pas. Il consomme tout ce qu'il voit. Et ça a une facilité d'absorption, ça l'occupe, il est dedans. Il n'arrive pas à s'en détacher. Il est là devant l'écran, vous lui parlez, il ne vous entend pas, il ne vous écoute pas. Il est absent. Et parfois, il est absent. Il a fait, mais il a même du mal, juste quelques secondes pour aller à la cuisine, chercher son plat, pour lui, il risque de perdre beaucoup. Donc, à un moment donné, troisième caractéristique, ça crée ce que j'appelle l'inactivité. Et toute chose que vous n'utilisez pas, crée d'abord la compression, c'est comprimé. Comprimé, après, ça se déprime. Et quand ça se déprime, ça devient opprimé. Donc, de compression à dépression et oppression, vous comprenez, il y aura certains sens de l'enfant, certains états qui ne sont jamais actifs. Et c'est pourquoi l'élément que nous voulons de voir relate que pendant que l'enfant est inhibé, absorbé par la télé, il était en griffe, on a l'impression qu'il ne parle pas, qu'il ne s'exprime pas. Et c'est justement cette crainte qui a amené le parent à aller vers le psychologue pour savoir ce qu'il en est. Ben, c'est un élément déjà étranger. Et au psychologue de comprendre ou bien d'exposer ce fait de surexposition. Mais allons plus loin pour dire également, ce n'est pas le temps passé devant la télé qui fait la chose, mais c'est la qualité de ce qu'il regarde. J'ai toujours pour habitude de dire, quand beaucoup disent c'est le temps qui fait la vie, je dis non, ce n'est pas le temps qui fait la vie, c'est la qualité du temps qui fait la vie, ce qu'on y met. Si au moins on parvenait à l'occuper avec des programmes sains, si au moins on arrivait à être à ses côtés pour l'amener à faire une bonne compréhension de ce qu'il regarde à l'écran, ça peut quand même le dynamiser, ça peut quand même l'amener déjà à relativiser. Mais il est seul devant l'écran, papa est à la maison, peut-être en train de faire autre chose, maman est à la maison en train de faire autre chose. Donc, la plupart du temps, on se dit, ben, tant qu'il y a la télé, tant qu'on lui met un dessin animé, voilà, on est tranquille. Et il ne me dérange plus. Il ne me dérange pas, je peux vaquer à mes occupations tranquillement. Mais vous qui êtes journaliste spécialiste des questions d'éducation, ça vous interpelle. Forcément, Patrick Diosso. Oui, ça nous interpelle forcément. Parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est que nous avons tendance à penser que les enfants, lorsqu'on les laisse simplement seuls s'occuper de leurs jeux, ils développent une aptitude. Parce que seul, il arrive à s'imaginer beaucoup de choses. C'est vrai. Il va développer une aptitude à gérer son espace seul, mais il va développer autre chose, la sociabilité. Il va développer la solitude. Il va développer l'introversion. Il va penser pas devant lui, par lui, en lui, simplement, sans s'exprimer, sans s'ouvrir à l'extérieur. Mais attention, il faut qu'on précise aux téléspectateurs que ce n'est pas le fait de regarder les dessins animés qui pose problème, non. En fait, c'est la surexposition, c'est-à-dire cette exagération, n'est-ce pas, de l'enfant à être tout le temps, la présence permanente devant les écrans, finalement. Oui, c'est ça que nous dénonçons ce matin. Oui, ce matin, nous dénonçons la présence, enfin, une présence très grande devant les écrans. Mais ce que je veux dire, avant d'aller à cette présence, je dis, nous avons pris l'habitude de vouloir laisser les enfants à eux-mêmes. Voilà, il y a la télé. Assois-toi devant la télé. Regarde. Ils regardent, oui. Seul, oui. Mais ils regardent d'abord longtemps, ce qui n'est pas normal parce que ça détruit déjà les yeux. Il y a l'exposition aux rayons de la télé, au rayonnement. Il y a même un colloque, une conférence, la première conférence internationale sur les TIC organisée par les universitaires du Bénin. Ça s'est achevé, je crois, il y a quelques jours, qui a dénoncé le fait que l'on soit exposé au rayonnement électromagnétique et qu'on ne s'en rende pas compte. Donc, la télé aussi, il y a des rayonnements électromagnétiques. L'écran renvoie des rayonnements que l'enfant reçoit, qui entrent dans le corps de l'enfant. Mais l'enfant qui est exposé très longtemps, il est surexposé devant la télé, il reçoit ces rayonnements. Ensuite, s'il était
ça a été démontré par certains spécialistes, s'il était à côté d'autres personnes. Le fait d'être ensemble, ça permet cette collégialité pour regarder, ça permet une certaine sociabilité et les rayons ne sont pas dirigés vers une seule personne. Je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui partagent ce rayonnement. Le fait d'être ensemble, ça diminue cette intensité-là. Mais on laisse l'enfant seul, longtemps, devant la télé. Il devient associable, il devient trop solitaire, isolé, tout cela. Et en fin de compte, vous fabriquez un robot. Parce que cet enfant qui reste immobile pendant un moment ne développe plus les autres mouvements, les autres aptitudes. Et quand on n'utilise pas un membre, le membre ça finit par s'atrophier. Et quand on n'utilise pas la parole pour parler, pour être en train de discuter avec d'autres personnes, il finit par devenir aphone, par devenir muet, par développer un certain mimétisme. Il ne peut plus vraiment parler avec d'autres personnes. Il ne peut plus s'exprimer correctement devant d'autres personnes. Il est introverti. Mais cet enfant, je dis qu'on fabrique un robot. Il imite ce qui est là. Le fait de voir ça à plusieurs reprises et d'être là, capté, il ne pense pas qu'il y a une démarcation à faire entre ce qui est fiction et ce qui est réel. Donc, il entre dans cette fiction et il évolue robotiquement. Il veut imiter tout ce qui se passe à l'écran et puis vous fabriquez un robot. Voilà. Il faut donc faire attention, Jean Fondé, c'est l'appel de ce matin. Oui, il faut faire très attention bien pour sûr. ne pas Parce provoquer. que quoi qu'on dise aussi, les dessins animés éveillent l'enfant. Quoi qu'on dise, ça éveille l'enfant, ça mais permet... pas ça dans les généralités, certains dessins animés. Oui, certains dessins animés, évidemment, pas tous, parce que il y a des dessins animés qui ventilent, qui parlent un peu de violence et autres. Certains dessins animés éveillent les enfants. Moi, je l'ai constaté avec mes enfants, par exemple. C'est vrai que dans les dessins animés, tout n'est pas bon à prendre. Il faut aussi faire attention à ce que les enfants suivent. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais le problème, la gêne, c'est que ce que les enfants regardent à l'écran qui les accule à la désocialisation, ce sont des réalités qui ne sont pas de chez nous. Alors, comme il vient de le dire tout à l'heure, l'enfant tombe dans ce qu'on peut appeler la fabulation. Il prend ce qui se passe à l'écran pour la réalité et ne comprend pas du tout comment est-ce que les parents n'arrivent pas à vivre dans le même décor, n'arrivent pas à avoir les mêmes comportements. Et donc, on n'arrive plus à recevoir chez l'enfant cette idée de la nécessité de se socialiser, de s'impliquer dans les questions de famille, de se rendre compte qu'il vit dans une société qui a besoin de code. Donc l'enfant ne comprend pas et c'est là que notre propre enfant, nous estimons que ça lui donne beaucoup d'aptitudes, il est plus éveillé, il est plus apte. On ne l'a pas moins été, nos parents ne l'avaient pas moins été avec les contes. Ce qui signifie quoi? Comme l'a dit Justino, il faut savoir ce qu'on leur permet de regarder. Et il faut se donner le temps d'en regarder avec eux. Et c'est vous, parents, qui devez tirer de ce que vous avez regardé des prétextes pour dire, vous voyez, dans la vie, il ne faut pas faire ceci. Et vous ramenez cela à vos orientations pédagogiques, à vos orientations éducatives. Et c'est à cela que c'est utile parce que il y a l'histoire, mais la façon dont on l'interprète devant les histoires, c'est ça qui font les enfants dont nous avons besoin. Mais combien de parents regardent les dessins animés avec leurs enfants? Combien de parents, oui? Vous savez, expliquons aux parents de façon concrète. Le mental de l'homme, c'est comme une plaquette. On parle de plaquette mentale. Ça veut dire que quand l'écran vous envoie une information, celui qui a un certain âge n'accepte pas l'information au regard de ses convictions. Donc, il confond ce qu'il voit à l'écran avec ses connaissances antérieures. Et il dit, non, ça, je n'accepte pas. Mais l'enfant n'a pas cet état. Il n'a pas le discernement. Il n'a pas le discernement, il n'est pas filtré. D'où la nécessité de quelqu'un qui peut jouer ce rôle de filtrage à côté de lui. Première chose. Deuxième chose, le temps qu'il passe l'amène à faire ce qu'il appelle un conflit identitaire. Parce que vous allez voir des enfants qui se transposent dans un personnage. Et il vous dit que lui, il est tel. Certains vont jusqu'à dire qu'il ne s'appelle plus son nom à l'état civil. Et il veut prendre le nom d'un personnage qui est dans un film ou dans une série ou dans un dessin animé. Ça veut dire que ça commence déjà le renier de l'identité. Deuxième conséquence. Troisième conséquence, c'est ce que mes chers aînés viennent de dire.
ça crée une certaine désocialisation. Parce que l'enfant ne voit plus l'utilité de l'environnement. Il se dit, je peux me donner un certain plaisir avec mon écran. Ce qui est davantage un peu plus grave, c'est lorsqu'on prend des tablettes. Dans un aspect instructif, ce n'est pas... Est-ce qu'il ne faut pas donner des tablettes aux enfants? Mais c'est les vacances, mais comment il y a on pas fait? de... Parce que finalement, on est perdu là. Vous savez, les vacances, les vacances sont trois choses. Oui, oui. Les vacances, il faut trois choses. Repos, détente, développement de compétences. Repos, détente, développement de compétences. Mais toute chose par ailleurs doit être encadrée. La peur du gendarme est le début de la sagesse. Si vous lui achetez une tablette, d'accord, c'est pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse s'instruire, faire des recherches, bravo. Mais est-ce que vous encadrez l'usage? Est-ce que ça dit que vous quittez la maison le matin à 7 heures? Est-ce que vous contrôlez de 7h jusqu'à 19h, il est là devant la tablette? Vous ne construisez pas un enfant, mais vous êtes en train d'abrutir votre enfant. À un moment donné, vous serez vous-même parent étranger dans votre propre ménage parce que votre enfant ne vous connaît pas et vous n'êtes pas un modèle pour lui. Je donne un petit exemple. Les ouvrages pédagogiques sont nécessaires pour l'évolution des enfants. L'enfant, en principe, peut lire les ouvrages pédagogiques au programme et comprendre. Mais pourquoi éprouve-t-on la nécessité de créer un intermédiaire, c'est-à-dire un enseignant, entre les notions et l'enfant lui-même? Ça veut dire que les tablettes, tout ce qu'on remet entre les enfants, entre les maîtres des enfants, il faut aussi un intermédiaire, les parents, ou bien un accompagnateur éducatif, un précepteur comme on le disait. Si on ne peut pas avoir un précepteur, il faut se donner le temps, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Se donner le temps de jouer le rôle d'intermédiaire pour dire, partager les histoires qu'elle soit. Et c'est dans le récit de son histoire qu'on lui dit, ben voilà pourquoi il ne faut pas faire ceci, voilà pourquoi il ne faut pas faire cela. Les livres de contes existent à foison et à profusion. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On n'interdit pas les écrans, mais il faut cadrer. Est-ce que quand vous avez un enfant, par exemple, à qui vous avez acheté une tablette, qu'est-ce qu'il faut faire quand je prends une journée? Combien d'heures faut-il le laisser, par exemple, avec sa tablette? Ou je pense qu'il faut aller sur des cas concrets. 1 heure, 2 heures, toute la journée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait? Non. Toute la journée, tout le monde non. s'entend sur ce point. Toute la journée, non. Maintenant, c'est valable pour toutes les tranches d'âge. Si vous avez par exemple un enfant en classe terminale qui est en vacances, par exemple, ou en classe de seconde, ou je ne sais pas. De toute façon, pour tous les âges, il est possible, enfin, il n'est pas possible plutôt, de laisser un enfant devant les écrans 24 heures sur 24. Non. Je donne juste un exemple type. Les yeux sont... la vue, c'est la vie. Lorsque vous perdez la vue, vous perdez la vie. Et on devient plus rapidement myope quand on est exposé devant les écrans de la télé ou de la tablette ou du portable. On devient rapidement plus myope. Tout le monde le sait. Donc, sur ce point-là, si vous ne voulez pas que votre enfant devienne carrément aveugle, il faut réduire totalement sa dépendance devant les écrans, n'importe quel écran. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et lorsque vous voulez faire un programme avec l'enfant, vous pouvez tenir compte du programme de classe. Par exemple, le matin, non, il n'y a pas de télé le matin. L'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 18h, 19h. Oui, on établit un programme journalier avec les enfants. Oui, et accompagner aussi ce programme-là. L'accompagnement, c'est quoi? Ne pas laisser l'enfant, si c'est même une tablette, il y a des astuces pour pouvoir bloquer certains sites d'accès pour les tablettes. Voilà, le contrôle parental. Le contrôle parental, c'est la même chose pour la télé, pour certaines stations aussi. Mais, je dis, il faut essayer d'accompagner. Asseyez vous à côté de votre enfant, regardez ce qu'il regarde, regardez avec lui, dégustez avec lui, regardez l'écran, discutez avec lui. Justine Obiara. Oui, parfois, quand je prends les tablettes, première chose que moi j'ai toujours l'habitude de dire aux parents, qu'est-ce que vous téléchargez? Parce que toutes les applications se téléchargent. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, n'implémentez pas. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, n'acceptez pas d'abord sur l'écran. Vous ne serez pas là tout le temps pour contrôler. Donc, qu'est-ce que vous téléchargez? Lorsque nous venons au niveau des écrans télévisés, l'aspect des codes, ça s'impose. Parce qu'il faut bien permettre
Il faut bien autoriser certaines chaînes et ne pas Non, je parle des codes sur les tablettes. Il y a des enfants qui mettent des codes. Ah non, non. D'abord, je suis son père, je suis sa mère. J'ai l'obligation, j'ai le devoir de voir tout ce qu'il voit. Donc, lui n'a pas de code à mettre sur une tablette. C'est peut-être moi qui vais verrouiller. L'enfant va te dire si c'est une tablette, si c'est une... Ah non, non, non. Vous savez, nous n'avons pas transposé. Peut-être ici, en Europe, l'enfant a vite fait de te dire, mais papa, mais maman, j'ai mon intimité, tu violes mon intimité là. Mais c'est ça la chance que nous avons. Nous sommes des Africains, donc cette réalité ne se transpose pas dans notre contexte à nous. D'accord, heureusement. Heureusement, si l'enfant veut une intimité, je vois Allo Adadia qui en train de s'échauffer de l'autre côté. Et plus loin, il y a également la planification. Oui. La planification qui est importante. Il ne faut pas laisser les enfants à eux seuls pendant les vacances pour dire c'est la période des enfants, je veux les occuper. C'est d'abord l'instinct d'occuper l'enfant qui amène certains parents pour se soulager, de dire je te mets, je t'allume ta chaîne, non, tu restes là. Oui. Vous êtes au boulot par exemple, regardez, vous et nous sommes au boulot. Oui. Vous et nous travaillons. Oui. Quel regard, comment je vais dire, quel pouvoir on a sur d'agir sur ce que nos enfants font. C'est vrai, on leur accorde le bénéfice du doute et on espère que tout ce qu'on leur dit, quand on tourne le dos, ils le mettent vraiment en application. C'est pas facile. Les parents sont au boulot, mais il y a quand même des parents qui doivent être à la maison. Quand il dit des parapluies, je ne vois pas prier les dadas. Ça peut être mémé, ça peut être un grand frère. Vous savez, c'est vrai, nous sommes tous à la quête du pain quotidien, mais pas pour autant laisser la maison vide, le ménage, pour que nous sommes au bureau, donc je ne sais pas, je n'ai aucune idée, aucune lumière sur ce qui se passe. Quand vous avez une dada vie qui, elle aussi, est plus enfant dans la tête que les enfants. D'où la nécessité de bien étudier avant de choisir. Il y a tous ces cas de figure aussi, hein, franchement. Je pense qu'il faut beaucoup discuter aussi avec les enfants, c'est important. Il faut discuter. Et responsabiliser les enfants surtout. Planifier. Planifier. Ils sont impliqués dans la planification. Il faut les impliquer. C'est pas comme si vous le leur imposez. Non. Voilà les conséquences quand on fait ça. Selon toi, pendant combien d'heures? Vous savez, pendant les vacances, 3 mois de vacances, on regarde la télé 6 heures, ça fait 22 jours sans arrêt de vision. Pendant une année, lorsque vous prenez en moyenne 4 heures de télévision, ça vous fait 60 jours de visionnage. Wow. Ça fait 2 mois. Et donc vous voyez, comme le disait tout à l'heure Patrick, exposer le seul organe à l'écran et les autres. Oui. Mais vous devenez un autre être. Oui. Et les gens comprennent aujourd'hui que c'est à travers la télévision qu'il faut influencer l'homme dès le bas âge, qu'il faut l'empoisonner intellectuellement. Qu'il faut le bloquer à la métaphore de développement et l'arracher à la tutelle parentale. Nous avons des enfants aujourd'hui qui ont échappé à la société, à l'éducation familiale, à la famille élargie. Et donc, famille nucléaire, on se dit que ce n'est que l'écran, la télévision, tout ce qui est écran, et donc qui fait écran à l'éducation, qui devient nos éléments salvateurs. Voilà, offrez des livres à vos enfants. Moi, je m'amuse à faire un jeu avec mes enfants. Je leur donne des bouquins et je lui demande de me faire le résumé. Je prends mon téléphone, je le filme. Et c'est comme un jeu, vous vous amusez simplement. Les enfants, ils aiment ça. Je le filme et puis après, on décortique ensemble. Écoute, ta gestuelle n'était pas bonne. Ta voix, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. Expérimenter ça, vous m'en donnerez des nouvelles.